Tu as une histoire qui était assez marquante avec un client qui a perdu 120 000 euros. On a justement le plaisir de recevoir Pauline Thibault, experte en accompagnement des PME et surtout sur les aspects commerciaux et contractuels. Elle est confrontée à une problématique qui est récurrente chez ses clients, la peur de dire les choses, la peur de s'affirmer ou simplement de demander quand est-ce qu'ils vont enfin payer. Tu incarnes parfaitement cette capacité à lier rigueur professionnelle et intelligence émotionnelle. Tu as développé une approche protéger ses intérêts professionnels, financiers n'est pas forcément incompatible avec le fait de garder l'humain, l'humanité, la confiance, bien au contraire. Les signaux faibles, ça va être cette absence de réponse, quelqu'un qui répond pas, quelqu'un qui avait l'habitude de répondre, avec qui on avait des habitudes et qui à un moment d'un coup se met à plus répondre. Et surtout, ce que me disait le client, moi, c'était mais on travaille en confiance, on se connaît depuis des années. Et en fait, la confiance là a complètement masqué la réalité économique et objective. Ça a retardé en fait le passage à l'action. Quelques semaines après mon intervention, la société a fini en redressement judiciaire. Et donc malheureusement, ils n'ont pas pu récupérer leur argent. Et puis de ne pas confondre justement la notion de faire confiance et de se raconter des histoires finalement, et où on devient aveugle à la situation. Et pour nous, c'est aussi ça, cette notion d'intelligence relationnelle et émotionnelle. Et surtout s'interroger sur qu'est-ce que ça génère chez moi en fait. Et si ça génère quelque chose, une intuition, un truc qui gratouille un peu, le petit grain de sable dont on se serait bien passé, il faut quand même y prêter attention parce que ça vient pas de nulle part. L'intuition, c'est quelque chose qui est développé au fur et à mesure des années d'expérience. Il faut l'écouter parce que souvent, elle ne chuchote pas quelque chose pour rien. Bonjour la communauté, c'est Stéphane et Arnaud et vous êtes sur Ciel, le podcast qui décode l'intelligence émotionnelle et le leadership. Aujourd'hui, avec Pauline, nous abordons une question qui touche de nombreux entrepreneurs et dirigeants, la confiance versus l'aveuglement. Comment l'intelligence émotionnelle nous protège dans les relations professionnelles? On dit souvent de faire confiance, de croire en nos partenaires, de développer des relations authentiques, mais ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il existe des signaux faibles, ces petits indices qu'on ignore, qu'on minimise, qu'on refuse de voir et qui peuvent coûter très cher, tant sur le plan financier que finalement émotionnel. Dans cet épisode, on va explorer 3 questions essentielles. Comment développer cette vigilance émotionnelle qui permet de détecter les signaux faibles, Pauline va nous en parler, sans tomber dans la méfiance permanente? Quelles sont les peurs qui nous poussent à ignorer ces signaux et comment les gérer? Et finalement, comment transformer une expérience de tension professionnelle douloureuse en sagesse et en expertise? Là aussi, on aura l'opportunité d'échanger avec Pauline. Aujourd'hui, on a justement le plaisir de recevoir Pauline Thibault, fondatrice de BSC, en business soyons cash, experte en accompagnement des PME et surtout sur les aspects commerciaux et contractuels et particulièrement aussi les aspects financiers quand on parle d'argent. Elle est confrontée à une problématique qui est récurrente chez ses clients, la peur de dire les choses, la peur de s'affirmer ou simplement de demander quand est-ce qu'ils vont enfin payer. Et non des moindres, qui vit aussi une expérience professionnelle complexe qui renforce encore la place dans sa mission, aider les entrepreneurs ou entrepreneurs à protéger leurs intérêts sans perdre finalement le côté humain. Pauline, tu incarnes parfaitement cette capacité à lier rigueur professionnelle et intelligence émotionnelle. Tu as développé une approche où les processus ne sont pas des contraintes froides, mais vraiment des outils de protection et de clarification dans la relation professionnelle. Pauline, s'il te plaît, si tu devais te présenter à quelqu'un qui ne te connaît pas en une phrase, tu dirais quoi? Alors, bonjour à tous les deux et à toute la communauté. Je me présenterai comme étant une entrepreneur passionnée, engagée et également, c'est important, maman de 2 petites filles, parce que je pense que l'équilibre est important dans tout ça. Voilà, mais la passion et l'engagement, je pense que c'est ce qui me définit. Excellent. On va apprendre à te connaître un petit peu au cours de ce podcast. Tu as une histoire qui était assez marquante quand on préparait ça avec un client qui a perdu 120 000 euros. Tu serais d'accord de nous raconter un petit peu ce qui s'est passé et surtout quels ont été les signaux faibles qui ont été ignorés. Comme ça, on rentre en plein dans le sujet qu'on a annoncé au début. Oui, complètement. Alors, il faut savoir que je fais donc du recouvrement de créances. Donc là, c'était un client, une société de transport qui travaillait avec un client depuis, je crois 25 ans, plus de 20 ans en tout cas. Ils avaient des relations d'affaires depuis des années avec un volume significatif de commandes.
Le client en face a commencé à avoir un peu de retard sur l'année 2024. Il a accusé une semaine, 2 semaines, un mois, 2 mois, quelques mois de retard. Mais il s'est montré rassurant en jurant ses grands dieux que il solderait tout ce qu'il y avait à payer avant la fin de l'année 2024, ce qu'il a fait. Et donc ils ont continué à travailler ensemble après encore sur 2025 avec cette confiance qui est là et qui était présente. Et quand même le dirigeant de la société de transport commençait à se dire bon, il a quand même eu des difficultés et ça l'alertait un petit peu. Et 2025, ils ont commencé à réavoir des impayés. Donc un premier mois, 2 mois, 3 mois. Sauf que là, le dirigeant en face commençait à devenir un petit peu plus lacunaire. Il répondait moins vite, il répondait de façon un petit peu floue. Il s'engageait un peu moins sur le fait que ça allait être régularisé. Donc il voulait se montrer rassurant, mais ça marchait pas trop. Et donc du coup, comme il y avait déjà eu pas mal de retard sur l'année précédente, le dirigeant de la société de transport a commencé à se dire là je le sens pas trop, donc il m'a appelé. Et sauf que le tableau moi m'a pas plu. Je lui ai dit écoute, de savoir que là il y a un gros impayé et un dirigeant qui ne répond plus ou qui se montre lacunaire, qui répond de moins en moins souvent alors qu'avant il était réactif, c'est quand même pas forcément très très bon signe, surtout dans un secteur en tension. Et surtout avec quelqu'un avec qui on a l'habitude de travailler et qui a déjà rencontré des difficultés l'année passée. Ça faisait un petit peu trop. Et surtout, ce que me disait le client, moi, c'était mais on travaille en confiance, on se connaît depuis des années. Et en fait, la confiance là a complètement masqué la réalité économique et objective, et ça a retardé en fait le passage à l'action. Et donc effectivement, quelques mois, même pas, quelques semaines, 2 mois, je pense, après mon intervention, à peine un mois et demi, je dirais, la société a fini en redressement judiciaire. Donc en fait, c'était des difficultés qui étaient bien plus conséquentes que ce que le dirigeant voulait bien dire. Et donc malheureusement, ils n'ont pas pu récupérer leur argent. Alors ils le récupéreront peut-être à un moment donné, hein, à l'issue de la procédure, mais en tout cas, à l'heure actuelle, ils l'ont toujours pas récupéré. Ouais, ça peut aller très très vite, hein, ce genre de choses. Dans ton expérience, on t'a parlé de signaux faibles, tu as parlé de confiance. C'est quoi ces signaux les plus fréquents que tu observes chez tes clients? Et surtout, pourquoi c'est si difficile pour un entrepreneur, une entreprise de les voir et de les prendre au sérieux? Parce que bah, ils étaient quand même là à ce moment-là chez ton client. Ouais, les signaux faibles, vraiment, ça va être cette absence de réponse, quelqu'un qui répond pas, quelqu'un qui avait l'habitude de répondre, avec qui on avait des habitudes et qui à un moment, c'est rarement du jour au lendemain, hein, ça c'est quelque chose qui s'installe un peu petit à petit, d'un coup se met à plus répondre ou à répondre comme je disais de façon un peu lacunaire. Aussi les réponses du style ne t'inquiète pas, je vais régulariser, etc. Parce que plus on nous dit de pas nous inquiéter, plus il faut s'inquiéter en fait. C'est un peu paradoxal, mais c'est vrai. Euh, on va aussi avoir euh, des entreprises qui vont avoir des très très fortes croissances d'un coup. Il peut y avoir énormément de risques derrière. Ou au contraire des entreprises qui étaient très très visibles et qui le sont moins. Enfin voilà, en fait des changements de comportement ou d'attitude sur un temps assez court, mais pas non plus du jour au lendemain. Voilà, ça c'est des signaux faibles qu'il faut vraiment regarder. Et après, il faut aussi s'intéresser à un secteur, c'est-à-dire que si on est dans un secteur en tension, voilà, il faut aussi mettre en corrélation les comportements versus les comportements globaux d'un secteur. Et ça, c'est aussi des signaux qu'il faut regarder, qui sont importants. Après, on va avoir aussi des personnes qui peuvent se méfier, qui veulent pas, par exemple, payer un acompte, ou des gens qui veulent toujours tout dans l'urgence, qui sont toujours très très pressés pour qu'on fasse les prestations, mais qui bizarrement, voilà, au moment qu'on envoie des factures, le sont peut-être un petit peu moins. Enfin, voilà, c'est des petites choses comme ça où il faut faire attention au niveau des déséquilibres en fait dans la relation. Et quand la personne en face nous dit non sur des prérequis qu'on demande, et voilà, si elle n'y fait pas droit, il faut quand même se méfier un petit peu et prêter attention à ça, et surtout s'interroger sur qu'est-ce que ça génère chez moi en fait. Et si ça génère quelque chose, une intuition, un truc qui gratouille un peu, le petit grain de sable dont on se serait bien passé, il faut quand même y prêter attention parce que ça vient pas de nulle part. L'intuition, c'est quelque chose qui est développé au fur et à mesure des années d'expérience. Il faut l'écouter parce que souvent, elle ne chuchote pas quelque chose pour rien. Tu disais dans la préparation quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Tu disais, tu as une formulation, tu dis, il faut pas confondre confiance et aveuglement. Hein. Et là, ce qui est intéressant dans ce message pour moi, c'est
Pour moi, ce que j'entends derrière, c'est aussi une notion de rester lucide, hein, une certaine lucidité. Est-ce que tu peux nous donner ta compréhension ou ta lecture de justement cette différence entre avoir confiance et l'aveuglement? Il y a une distinction peut-être fine qui serait intéressante à entendre. C'est difficile en fait de pas basculer dans l'aveuglement quand on est vraiment en relation depuis longtemps avec quelqu'un en qui on a confiance, parce qu'en plus derrière il va y avoir des sentiments de trahison, etc. Des fois les gens ils utilisent des mots forts sur ces sujets-là. Euh, je pense que la confiance pour moi ça serait vraiment un sentiment sur lequel on va avancer, où les choses sont claires, le cadre est posé, on sait, chacun connaît son périmètre, sa façon de travailler, etc. Alors oui, on va avoir des pratiques qui vont se mettre en place au fur et à mesure, mais il faut que ce soit fluide. Et je pense que le garde-fou de ça, c'est les process. C'est-à-dire d'avoir des process dans la relation de travail qui permettent de pouvoir s'alerter un peu tout seul, entre guillemets, quand on commence à s'en écarter trop souvent. Et donc quand on commence à s'écarter du process un peu trop souvent, à accorder des exceptions un peu trop souvent, des choses comme ça, là on peut commencer à se poser un peu des questions et justement se dire attention, est-ce que là je suis pas en train de tomber dans cet aveuglement, excès de confiance, manque de contrôle, et où du coup on va se laisser un petit peu endormir entre guillemets par les paroles de la personne en face. Euh, mais à un moment c'est aussi les actes qui comptent, et donc c'est de se dire ok j'ai confiance, mais est-ce que concrètement la personne en face fait ce qu'elle dit ce qu'elle fait, est-ce qu'elle respecte le process qu'on avait mis en place ensemble ou pas, et s'il y a tout le temps des exceptions, tout le temps des excuses, etc., il faut que ça alerte. Parce que sinon, on tombe dans l'aveuglement et c'est là où c'est dangereux. Ouais, et puis en plus, il y a un aspect, une dimension extrêmement importante, hein, c'est l'aspect émotionnel. Et que toi, tu peux aussi observer finalement dans les personnes, des entrepreneurs hein, que tu accompagnes, et où toi, tu perçois de l'extérieur certainement mieux encore les signaux faibles. Quels sont un peu tu sais, les termes, tu as parlé de sentiments de trahison, etc. Quelles sont les émotions pour toi que tu observes? Euh, Ça peut être de la peur, ça peut être du déni, ça peut être de la colère. C'est quoi que tu observes, toi, sur le terrain? Alors sur le terrain, il y a deux attitudes qu'on va observer assez souvent. Il va y avoir côté créancier, donc moi mes clients, et côté débiteur, donc leurs clients à eux. Et en fait, ce qu'on observe souvent, c'est quand même deux choses assez flagrantes, c'est le déni et l'excès d'optimisme. C'est-à-dire que on va avoir des personnes, notamment par exemple le débiteur, celui qui doit de l'argent, qui va être potentiellement des fois, quand ils vont pas très bien en termes de santé financière, ils vont être souvent dans des dénis de situation. Ils se rendent pas compte, ils veulent pas le dire, ils l'assument pas, voire même vraiment ils sont en déni total, ils ont même pas conscience qu'il y a un problème. Dans mes clients aussi, mes clients, il y en a, ils sont dans le déni aussi. Bien sûr que la personne va me payer, enfin c'est évident. Le truc est carré et tout, et en fait quand on creuse, soit c'est pas forcément si carré que ça, soit en fait il y a quand même des alertes qui montrent que attention, c'est pas si évident quoi. Donc le déni c'est la première chose, et l'excès d'optimisme c'est vraiment des personnes qui savent qu'elles ont un problème mais elles sont sûres et certaines qu'elles vont s'en sortir. Mais vraiment c'est sûr. Enfin et ça je pense que c'est une caractéristique des dirigeants d'entreprise aussi, hein, on est optimiste sinon on se lancerait pas. Et donc du coup cet excès d'optimisme fait qu'on se veut très rassurant vis-à-vis des personnes qu'on a en face dans le discours. Bien sûr que je vais y arriver, bien sûr que je vais trouver des solutions, parce qu'en fait c'est juste même pas envisageable que ce ne soit pas le cas. Donc la personne en est tellement intimement convaincue que forcément elle est convaincante, et que la personne en face, elle se dit aussi, bah, bien sûr qu'il va me payer. Enfin, et là on rentre aussi dans une autre dimension, c'est que si elle ne me paye pas, c'est que finalement elle ne respecte pas son engagement, et que finalement je me suis moi-même trompée sur mon analyse de la situation, sur mon appréciation de la personne ou de l'appréciation de la situation, et donc du coup j'ai aussi ma part de responsabilité, donc ça fait aussi un cheminement dans sa tête de finalement c'est aussi de ma faute parce que je me suis laissée avoir, parce que j'ai pas été assez vigilant, et donc les gens se culpabilisent. Et donc face à ces émotions-là, il y a des personnes du coup ça va mettre très en colère, il y en a d'autres qui vont être vraiment, qui vont se sentir trahis, effectivement on l'a dit. Il y en a qui vont être complètement perdus, ils savent pas quoi faire, tombent des nus, enfin voilà, on peut avoir vraiment des réactions assez particulières. Et souvent, ce qui revient, c'est le manque de respect. La personne ne me l'a pas dit, et donc du coup, je me sens pas respectée du fait qu'elle m'ait pas fait part de ses difficultés. Et il y a une autre chose aussi, c'est que donc il y a le déni, l'excès d'optimisme, qui fait que les gens vont pas parler de leurs difficultés, mais il y a aussi la honte des gens qui veulent pas Mmh. dire en fait Merci. qu'ils ont des difficultés. Et donc du coup, ils le disent pas, ils préfèrent se cacher. Et du coup, non, ils le disent pas, même à leur partenaire de là, par exemple, en l'occurrence, l'exemple que je donnais au début.
Il le savait, le dirigeant, ça faisait 1 an et demi qu'il était en difficulté, mais il l'avait pas dit. Il le savait que le redressement, il allait arriver, c'est lui qui l'a demandé en plus. Mais il l'a pas dit. Il l'a pas dit, il l'a pas informé, il a prévenu personne. Parce que je pense qu'il avait aussi un peu honte de la situation, parce qu'il avait une super boîte, qui avait pignon sur rue, avec plein d'établissements et tout, et c'est la honte. Chez nous, c'est la honte. En tout cas en France, par rapport à ça. Et du coup, quand on mélange tout ça, ben ouais, ça fait beaucoup d'émotions derrière le seul sujet de j'ai un impayé et je veux aller récupérer. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, avant d'aller plus loin, c'est, moi je retiens plusieurs choses fondamentales. Je pense que beaucoup de gens vont se reconnaître là-dedans. La honte, c'est un sentiment extrêmement puissant qui induit aussi souvent qu'on va aller dans le mensonge ou on est dans le déni. Et ça, c'est dommage. Et bien sûr que ça implique aussi, ou ça a un impact sur la confiance. Et bien sûr aussi, je dirais, la contre-mesure, c'est de revenir à la lucidité et les process que tu évoquais tout à l'heure. Et ça peut nous arriver à nous aussi. Je pense que, à titre personnel, je l'ai aussi déjà vécu. Et puis toi aussi, Pauline, tu as partagé quelque chose. Tu vis actuellement aussi une situation professionnelle qui est assez éprouvante, hein, sans entrer dans les détails. On n'est pas obligé de développer ça, mais en tout cas, tu le vis de ton côté de manière assez éprouvante et tu traverses cette période aussi, tu es challengé, hein, à ce moment-là. Et peut-être, qu'est-ce que tu as envie de nous dire de cette période aussi éprouvante? Ouais, bah cette période éprouvante, c'est une séparation d'associés. J'ai pas trop de problème d'en parler. Après, les suites, le pourquoi du comment, tu sais, chacun a toujours sa grille de lecture. Tu sais, ma vérité n'est pas la vérité de la personne en face, et inversement. Donc, il n'y a pas de une vérité. Donc, c'est dans ce sens-là où je vais pas épiloguer sur le pourquoi du comment. Mais par contre, le comment je le vis, effectivement, c'est compliqué parce que c'est accepter que à un moment ou à un autre dans l'histoire, on va dire, de cette association, accepter que je me suis peut-être trompée, ou qu'en tout cas, j'ai pas écouté justement ces fameux signaux. C'est-à-dire que, en plus, on s'était fait accompagner au démarrage de l'association, donc on va dire qu'au début, tout allait bien. Et puis à un moment, il y a eu des choses, c'est la vie de l'entreprise, on a eu des opportunités qui se sont présentées à nous, qu'on a décidé de saisir, ça a déséquilibré les rapports. Moi j'ai commencé, j'étais enceinte de ma deuxième fille, donc en fait entre-temps elles ont grandi, donc j'ai aussi le rapport à la vie personnelle, aux enfants, à l'équilibre entre vie pro, vie perso, des priorités potentiellement qui changent, etc. Et à un moment, c'est le manque, je pense aussi, de communication et de oser dire les choses qui a posé problème. Le fait qu'on ait évolué chacune aussi professionnellement, on a développé des compétences chacune de notre côté sur différents sujets. Moi, j'ai fait beaucoup de développement personnel, beaucoup de formation sur différents sujets autour de la gestion d'entreprise et de l'entrepreneuriat. Et du coup, c'est des prises de conscience à un moment qui se génèrent et dont en fait on n'a pas forcément parlé. Et ce qui est difficile en fait à un moment aussi à vivre entre guillemets, c'est de se dire l'issue est clairement, enfin franchement la pire de toutes. Enfin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'issue. Donc qui dit pas d'issue dit forcément ça clash, ça part, enfin ça coûte cher, ça prend beaucoup d'énergie, etc. Pas du tout satisfaisant comme situation et comme issue. Et donc c'est de se dire mais qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment pour que ça se passe autrement. Et en fait il y avait des choses que j'aurais pu faire différemment. Et je pense que c'est ça qui est difficile en fait à un moment d'assumer, c'est de se dire à quel moment j'aurais dû le faire, comment j'aurais dû le faire et pourquoi je l'ai pas fait. Et c'est le pourquoi je l'ai pas fait qui est le plus difficile en fait à assumer pleinement parce que je l'ai pas fait parce que j'avais peur. Parce que les prises de conscience, je les avais, et je l'ai pas fait parce que j'avais peur des conséquences que ça pouvait avoir. Donc j'ai pas exprimé, j'ai plutôt essayé de trouver des espèces de stratagèmes pour que ça marche quand même, alors que je savais au fond de moi que ça ne marcherait, enfin, ça ne marchait plus et que ça ne marcherait pas plus longtemps, enfin en tout cas pas beaucoup plus longtemps. Et donc, plutôt que de l'exprimer tout de suite par peur des conséquences, je l'ai gardé, j'ai essayé de faire en sorte que ça fonctionne quand même. Et bien évidemment, à un moment, c'est trop, enfin, ça se tend, ça se tend, ça se tend, et paf, voilà, à un moment, j'ai appuyé sur le détonateur, et bien sûr, ça a explosé. Enfin, sauf que l'explosion aurait pu être potentiellement moindre si j'avais fait ça avant et autrement. Si j'avais pas eu peur, tout simplement, des conséquences que ça pouvait avoir. Enfin, c'est clairement ça, et du coup ça coûte cher. Et donc c'est là où je dis l'intuition et écouter les signaux faibles, c'est important parce que on le dit tout le temps. Après des fois j'ai l'impression que tant qu'on le vit pas, en fait ça fait un peu d'honneur de leçon, tu vois, enfin je sais pas, mais c'est vrai qu'il faut s'écouter, ouais, c'est hyper important. Rien ne titille par hasard. Moi, ce que je retiens dans ce que tu dis, tu vois, c'est, on parle souvent de structure, d'organisation, puis on oublie le relationnel. Et puis, justement, c'est cette notion d'oser dire les choses.
et la peur des conséquences si on dit les choses, parce que peut-être qu'on est insécure, on ne sait pas comment dire les choses, parce qu'on a peut-être peur que l'autre prenne mal. Et toi, tu as dû faire un choix, là, tu as dû rebondir face à, tu l'as dit, hein. Euh, et après, il y a le côté humain, parce qu'on est tous humains finalement. Comment est-ce que toi, aujourd'hui, sur le plan émotionnel, tu gères cette transition? Il y a probablement une notion de deuil à faire, il y a une forme peut-être, tu l'as évoqué, hein, aussi de déception par rapport à toi-même, par rapport à la situation, peut-être même par rapport à l'autre, sans jeter de pierre, hein, on n'est pas là pour juger, peut-être même de la colère. Des fois, ça arrive, hein, moi j'étais en colère contre moi-même ce matin. Voilà, c'est la vie. Toi, au niveau ta transition là, sur le plan émotionnel, tu la vis comment? Alors, au final, je la vis pas si mal. C'est un peu l'ironie du truc. C'est que, d'ailleurs, t'as dit, on a toujours peur des conséquences de ce qu'on va dire, mais on s'interroge rarement des conséquences de ne pas dire, qui au final peuvent être pires que les conséquences de dire. Mais bon, bref, ça pourrait être l'objet d'un autre débat. Mais je le vis pas si mal, entre guillemets, tout simplement parce que ça a maturé, la prise de conscience, elle a été quand même... Enfin, entre le moment où j'ai pris conscience qu'il y avait un problème, le moment, tu vois, où ça a maturé, etc., le jour où j'ai dit, en fait, c'est plus possible et où j'ai dit stop, ça ne me convient plus et je ne veux plus continuer comme ça, je savais que j'appuyais sur un détonateur. Donc, quelque part, j'étais préparée et je savais que il y avait de gros risques que ça se passe mal. Donc, quand tu es préparé et que finalement tu le sais, quand ça arrive, c'est peu mieux, je pense, que si ça m'était tombé sur le coin du nez sans rien voir venir. Donc là-dessus, voilà. Après, il y avait aussi le fait que c'était un moment où je faisais un accompagnement sur un mastermind et où j'étais très connectée à mes émotions. J'ai aussi lu pile à ce moment-là, un manuel sur des émotions, décrypter ses émotions, etc. Donc en fait, j'ai plutôt essayé de comprendre, genre, ok, là, franchement, j'ai été en colère, mais comme jamais, franchement, j'ai vraiment brillé à un moment. Et tu vois, j'ai essayé plutôt d'essayer de comprendre, mais pourquoi ça met autant en colère, quoi? C'est quoi qui me met en colère? Qu'est-ce que ça dit de moi? Du coup, c'est quoi qui est important pour moi, etc. J'ai vraiment essayé de décrypter ça. J'étais en vacances, donc en plus, voilà, j'avais entre guillemets le temps de faire mes introspections. Et du coup, je me suis vraiment connectée à ça, et je pense que ça m'a aidé à clarifier, en fait, à éviter d'être dans le jugement, à essayer de comprendre, voilà, remettre du sens sur mes priorités et du coup d'assumer mes décisions en disant oui, ok, il y a du dommage collatéral, il y a de la déception, il y a de la colère, deuil à faire, clairement. Je veux dire, cette boîte que j'avais créée avec mon associé, j'en étais à l'initiative, j'ai mis toutes mes économies dedans, toute mon énergie depuis 4 ans pour qu'elle finisse potentiellement en liquidation. Enfin, c'est terminé, quoi. Donc oui, il y a un énorme deuil à faire. Mais finalement, je me suis dit, bon, de toute façon, c'est comme ça. J'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais. Je pense que aussi avoir un peu de bienveillance vis-à-vis de soi-même, tu vois, de pas s'auto-flageller. J'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais au moment, avec les ressources que j'avais à chaque étape. Voilà, c'est tout. Et quand j'ai appuyé sur ce détonateur, j'avais plus de ressources qu'un an avant, quoi. Juste, c'était peut-être le meilleur moment au final pour que ça arrive. Il y a un peu ça, et après c'est d'être voilà, connecté à ses émotions, et puis juste à un moment avoir la lucidité aussi de se dire j'ai ma part de responsabilité, maintenant ma grande, t'es entrepreneur, t'assumes, quoi. Et du coup maintenant de toute façon j'ai pas de plan B, donc du coup plan B c'est tu recommences, quoi. Tu recommences, tu repars solo, maintenant tu sais ce que tu veux plus, et puis en fait voilà, j'ai recommencé et ça marche. Ça marche et je suis très très contente de ce que je suis en train de construire. Par contre, ouais, les enseignements, ils se sont faits un peu dans la douleur, mais je crois que c'est un peu l'histoire de la vie, quoi. Ouais, c'est intéressant parce que tu parles beaucoup, faut être connecté à ses émotions. Tu as pris le temps, en fin de compte, d'une certaine manière de c'est quoi le besoin derrière? Parce que la colère, elle cache un besoin, un respect, reconnaissance et cetera. Donc ça demande une introspection et ça demande un certain courage intérieur, hein, j'ai envie de dire, hein, parce que même si on est entrepreneur, on ose certaines choses, mais il faut avoir le courage d'aller, quand c'est pas agréable, d'aller regarder ça. Et cette expérience, elle t'a appris quelque chose parce que tu sors de toute façon grandir. C'est quoi l'impact ou c'est quoi ton regard que tu as maintenant sur, sur les relations professionnelles et comment ça influence ta manière d'accompagner aujourd'hui tes clients? Est-ce que ça a eu un impact sur ça? Ouais, alors je pense que c'est un petit peu tôt pour le conscientiser vraiment, tu vois l'impact que ça peut avoir, mais par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que déjà c'était quelque chose qui était important pour moi, mais je pense que ça l'a amplifié, c'est l'importance de la responsabilité, en fait.
sa propre responsabilité dans les situations. Parce que c'est trop facile de dire que c'est 100% de la faute de l'autre, tu vois. Et le fait de faire cette introspection, ça a permis, tu vois, de vraiment mettre de la conscience sur pourquoi ça m'énerve, qu'est-ce qui est important pour moi, pourquoi j'ai pas agi avant, etc. Et donc le fait de ne pas agir quelque part, c'est amplifier une situation et laisser dégrader une situation qu'on sait qui ne nous convient plus. Donc du coup à ce niveau-là, j'ai une part de responsabilité énorme dans ce qui s'est passé parce que la personne en face, si moi j'exprime pas, elle peut pas forcément savoir ou elle a elle-même ses signaux faibles et elle-même son truc qu'elle écoute pas. Hein. Dans tous les cas, c'est jamais c'est même si tu pars du postulat que tu prends 100% de la responsabilité, dans la réalité des faits, c'est jamais du 100%, c'est toujours dilué, enfin c'est toujours partagé. Mais en tout cas, de se mettre dans cette posture-là, ça permet de se dire, ok, je prends pleinement ma part de responsabilité sur ce qui s'est passé. Donc, t'es pas dans l'accusation finalement de l'autre, même s'il y a des choses qui peuvent t'énerver, etc. Mais de pas être dans l'accusation de l'autre et reprendre la responsabilité des choses qui se sont passées, ce qui permet d'agir en fait et de dire, ben ok, si je suis responsable de ce qui s'est passé, ça veut dire que je peux faire les choses. Alors réparer, c'est pas toujours facile. En tout cas, voilà, ce qui est fait est fait. Maintenant, comment faire en sorte que ce soit avec le moins de séquelles entre guillemets possible. Par contre, pour la suite, comment je peux faire et qu'est-ce que je peux mettre en place pour qu'au moins ce qui s'est passé sur cet épisode-là, je le reproduise pas. Et donc du coup, ben dans les accompagnements, c'est pareil, c'est de se dire par exemple, si je prends mon sujet des impayés, vous avez des impayés. Ok, on va considérer que c'est les clients qui sont tous malhonnêtes, mauvais payeurs, de mauvaise foi, ou alors peut-être qu'il y a des dysfonctionnements en interne. Et peut-être que reprendre la responsabilité par rapport à ça, ça vient déjà changer la donne. Peut-être que vous n'êtes pas à l'aise de relancer. Pourquoi vous n'êtes pas à l'aise? Peut-être que vous n'êtes pas à l'aise parce que votre prestat, elle va pas. Ou alors peut-être parce que vous avez un énorme syndrome de l'imposteur. Enfin, tu vois, et donc du coup, de reprendre la responsabilité aussi sur la situation, ça permet de venir voir où sont ses propres limites, ses propres blocages et de travailler dessus. Et donc, bizarrement, les résultats sont différents derrière. Donc, je pense que là-dessus, c'est quelque chose qui était déjà hyper fondamental pour moi, la responsabilité. Et je pense que ça a amplifié ce côté-là de ouais, de regarder déjà chez soi ce qui potentiellement dysfonctionne avant de toujours dire que c'est la faute des autres. Ça fait un super transfert aussi avec, ta propre expérience et puis je pense que tes clients, ils arrivent aussi à s'identifier d'une certaine manière à ton vécu parce qu'on a tous des galères, hein, d'une certaine manière et ça te permet aussi d'ancrer tout ça. Tu as beaucoup parlé de communication, hein, de pas avoir osé dire les choses, même si tu savais qu'il y avait des Mm. signaux aussi de ton côté que tu as pas forcément, vus. Tu parles de la responsabilisation. Elle est partagée d'une certaine manière, mais de se dire: «OK, bah, je suis responsable» et pas chercher des torts chez les autres, chercher qui c'est qui a raison, mais plutôt d'aller trouver, des solutions. Toi, cette expérience, elle t'a appris quoi par rapport à ça? À trouver des solutions, et à se responsabiliser? C'est quoi le output que tu retires vraiment de tout ça? Franchement, vraiment, ce que j'en retire, et tu vois, j'essaye de me l'appliquer au quotidien, c'est vraiment c'est l'intuition et l'objectivité. C'est-à-dire, en fait, d'écouter absolument son intuition, parce qu'encore une fois, elle est pas là pour rien, et tu vois, ce genre d'expérience, ça te la forge encore plus, en plus. Donc, du coup, c'est de se dire, écouter son intuition et avoir des critères objectifs en parallèle pour prendre les bonnes décisions rapidement et puis pas laisser passer du temps, en fait. Ça sert à rien de perdre du temps quand on sait que de toute façon, ça marche pas, parce que une des grosses erreurs aussi que j'ai faites, pendant toute l'année passée, je dirais, c'est qu'il n'y a rien qui était objectivé. C'est que du ressenti. Sauf que le ressenti il vient bien de quelque part. Et que clairement, souvent, quand tu commences à mettre des indicateurs, et c'est quand j'ai commencé à parler de ça, hein, que ça a commencé à partir en live, ben oui, quand tu mets des indicateurs, ça commence à ramener de l'objectivité sur un ressenti. Et donc là, quand tu as ton ressenti plus les critères objectifs qui commencent à dire, bon bah ok, la situation c'est celle-ci, de façon objective et émotionnelle, qu'est-ce qu'on fait? Tu vois, et là, du coup, bah, tu peux trancher beaucoup plus vite aussi parce que t'as pas que du ressenti, tu vois, hyper subjectif. Voilà, quand après t'as aussi de l'objectivité, ça change quand même tout dans la prise de décision et du coup dans la capacité à agir rapidement en fait, parce que quand tu perds du temps, tu fais que empirer les problèmes. Sur tous les Merci sujets bien. d'ailleurs, je pense que. Et puis, ça nous permet aussi de parler de quelque chose que tu as déjà évoqué, mais qui est important, qui est humain et qu'on trouve aussi beaucoup chez les entrepreneurs. On est nous-mêmes des entrepreneurs, c'est la peur. Dans ton travail justement avec les entreprises, les entrepreneurs, c'est quoi les freins principaux, les attitudes que tu observes chez eux qui les empêchent justement tu parlais de process, hein, de mettre en place des process clairs, de mettre en place des CGV, des conditions générales de vente, qui sont solides, ou tout simplement de réclamer ce qui leur est dû, quoi, ce qui devrait être
encaisser. Il y a la peur de perdre le client. Je pense que c'est une des peurs les plus fortes qu'il y a et ce qui est complètement, j'allais dire un peu schizophrénique, je ne sais pas c'est quoi le bon terme. Genre peur de perdre un client qui vous paye pas. Enfin, en fait, à un moment, j'ai envie de dire, ça serait presque une bonne nouvelle de le perdre parce que des fois, il y en a, genre la dernière fois, je parlais avec un client. Son client qui le paye pas représente 30% ou 40% de son chiffre. Enfin, je dis en fait là, il peut pas se verser ses dividendes et son résultat parce qu'en fait l'argent vit son client depuis 6 mois et je suis pas sûre qu'il le paye. Bon bah quel est l'intérêt de travailler avec une personne qui à un moment paye pas ce qu'elle vous doit. Enfin, c'est un autre débat, mais la peur de perdre le client, je pense que c'est vraiment la chose la plus forte, surtout sur les relances de factures. Après, on va avoir aussi la peur de faire peur, c'est-à-dire que ah oui, mais si je mets un cadre comme ça, les clients ils vont fuir, ça va leur faire peur. En fait, c'est beaucoup de projections sur ce que va penser le client en face. Alors que souvent, quand on le met en place, justement, moi souvent j'utilise un peu les méthodes, tu sais, des plus petits pas possibles, c'est-à-dire ok, on va pas d'un coup tout révolutionner, mais essayez ça, juste ce petit truc. Et en fait, ils essayent et ils se rendent compte que finalement c'est très bien pris en face et qu'au contraire, ça rassure des conditions générales de vente et un contrat bien cadré, ça rassure le client en face. Quand on formalise les choses sur certains sujets, ça rassure en face, ça évite les ambiguïtés, voilà. Et donc du coup, c'est souvent ces peurs-là, c'est des croyances en fait un peu limitantes, des projections qui font qu'on n'ose pas poser le cadre, faire sa relance, réclamer ses sous, etc. Alors même qu'en fait, une fois qu'on le fait et qu'on prend soi-même confiance dans son process et dans ce qu'on met en place, c'est très bien accueilli. Et les gens trouvent En ça parlant de normal, hein. La plupart des gens, c'est celui qui paye pas qui est mal à l'aise, hein. Pas tout le temps, mais probablement quand même. Et toi, justement, tu auras un exemple où tu as justement accompagné un client à dépasser ses peurs? ouais, bah j'en ai plusieurs parce que c'est c'est de l'accompagnement, on va dire, tu vois, au long cours, j'ai envie de dire, enfin, un peu sur la durée. Clairement, un client que j'accompagne en début versus en fin d'accompagnement, à la fin, limite, il me dit, mais je comprends même pas qu'on faisait pas ça avant. C'est tellement évident que du coup, ils comprennent même pas comment ils ont pu faire différemment. Et tu vois, là, l'autre fois encore, j'avais une cliente, elle me dit, non, mais en fait, les mots qu'ils utilisent souvent, c'est ça change tout. Tu vois, il y en a plusieurs qui m'ont dit ça. Non, mais ça change tout. La façon de présenter les choses au client, la façon de relancer, la façon de cadrer, etc., d'informer le client, etc. À partir du moment où ils le mettent en place, où il y a un process bien fluide et où chacun aussi dans l'entreprise, ça repose pas sur une personne, ça repose aussi sur plusieurs personnes dans l'entreprise. Et donc quand chacun partage un peu cette même vision, c'est exactement ce qu'il a à faire et qu'il y a du rebond d'une personne à l'autre. Chez le client, pour le client, ça paraît hyper fluide, on voit qu'il y a une vraie équipe derrière et tout. Et donc clairement, il me dit ça change tout. Il y en a une, elle m'a dit on est passé d'artisan à chef d'entreprise. Tu vois, c'est quand même chouette comme retour. Belle image. Ouais, C'est vraiment cool. donc ouais, c'est chouette. Ça, c'est satisfaisant de Ouais, pouvoir c'est accompagner clair. là-dessus. Tu me dis si je me trompe, mais tu vois, il y a encore beaucoup d'entreprises qui passent comme tu dis, de chef à chef d'entreprise, mais je pense que tu accompagnes aussi des PME, tu disais un peu patrimoniales, où c'est le patron qui a monté sa boîte, il est arrivé, c'est son bébé d'une certaine manière, parce qu'ils ont encore pas assez grandi, ou ils veulent peut-être pas aussi grandir, où ils ont tout un board qui s'occupe de tout ce qui est peut-être la gestion à côté. Le patron, il est hyper impliqué encore dans l'opérationnel. Comment tu tiens compte des aspects émotionnels? Parce que là, c'est presque viscéral pour l'entreprise, quoi. C'est ton bébé depuis le début. Et l'entreprise, est presque une extension de la personne, donc tu gères comment tout ça quand tu accompagnes tes clients? Ça, c'est hyper présent, hein, c'est clair. Alors après, plus tu grossis dans l'entreprise, plus ça se dilue. Tu vois, le fait que l'entreprise soit l'extension du dirigeant, tu le vois beaucoup dans les petites boîtes. Quelqu'un qui est pas payé, c'est un affront sur la personne même du dirigeant, quoi. Clairement, il y a un lien très fort. Plus tu grandis, plus tu commences à avoir quand même des équipes, des process et tout, plus ça se dilue entre guillemets. Mais quand même, il y a toujours, tu sais, les clients VIP, ceux à qui on touche pas, ceux qui ont le lien particulier avec le fondateur ou avec le dirigeant et tout ça. Et bah, c'est toujours la même chose et toujours la même façon de fonctionner, c'est de ramener de l'objectivité à l'intérieur et de changer le prisme. C'est-à-dire, ok, là, vous imaginez que vos clients vont penser ci, vont penser ça. Par exemple, le cadre. Et quand on remet un cadre, c'est aussi une façon de pouvoir créer de la confiance. Donc, est-ce que ça peut pas même
renforcer et renforcer vos relations et même aller plus loin avec vos clients déjà existants. Donc j'essaye toujours de faire ça, tu vois, de changer le prisme et de remettre de l'objectivité et un peu de prise de conscience sur des situations qui sont pas normales. Laisser être dépendant d'un client, laisser grossir des encours, etc. Quand bien même on connaît les personnes, en fait, on se met en danger. Donc après, c'est aussi de challenger. Je suis assez cash. Ma boîte s'appelle En Business Soyons Cash. Donc je suis assez cash et je mâche entre guillemets pas forcément toujours mes mots, mais à un moment, c'est un client aussi de lui dire, vous avez vraiment mis genre 15 ans à construire la boîte, à tout mettre, tout votre temps, toute votre énergie, tous vos sous, pour vous faire planter par un gars dont vous me dites c'est mon meilleur client et c'est lui qui va vous planter demain. Il aura zéro scrupule, il va partir et il va vous laisser d'ardoise et vous n'allez pas vous en relever. Et est-ce que vous êtes OK avec ça en fait? Parce que c'est une réalité qui existe. Alors des fois ça bouscule un peu. On peut pas forcément toujours tenir ce discours-là parce que ça va dépendre des situations. Mais quand les personnes elles sont prêtes à l'entendre, c'est bien parce que elles vont commencer à bouger un peu et c'est pour se sécuriser et pour la pérennité de leur boîte en fait. Et on est quand même dans un contexte économique, géopolitique, etc. aujourd'hui qui fait que ben ouais, il faut faire attention quoi. C'est fragile, un business c'est fragile en fait. Donc c'est important de le garder en tête. Et je pense que mon rôle c'est aussi ça, c'est de se dire il y a rien qui est jamais acquis en fait. Que ce soit un client, que ce soit une stabilité économique ou quoi, c'est pas acquis. Et tout ce qu'on peut sécuriser en interne, il faut le faire. C'est intéressant, je pense, d'avoir aussi ce regard extérieur. Tu viens comme externe, tu leur fais prendre conscience d'une certaine manière, bah, qu'il y a un lien émotionnel, puis qu'il faut changer le prisme pour qu'ils puissent, bah, se libérer de peut-être de ce joug qui est peut-être dangereux aussi pour la stabilité de leur entreprise. Le faire pour les autres, ça on va dire, c'est assez simple, ou des fois, c'est même plus simple parce qu'on est moins impacté émotionnellement nous-mêmes. Toi, aujourd'hui, avec ton expérience, je vais être un peu piquant, c'est quoi tes propres limites? Tu gères comment toi les relations professionnelles? T'évites comment toi-même de pas tomber dans les schémas que tu dis à tes clients: «Faites gaffe à ça». Tu t'observes comment à ce niveau-là? C'est clair, bah de toute façon, c'est facile d'avoir l'œil extérieur sur les autres, ça l'est beaucoup moins sur soi-même, hein, clairement. Du coup, moi, mes propres limites pour répondre à la question, c'est clairement le côté euh, euh, émotionnel, relationnel, c'est-à-dire en fait, je vais avoir un tempérament de fonceuse, donc je passe vite à l'action, j'ai un rapport à l'investissement et au risque. Euh, ouais, je fais tapis quoi. Enfin, clairement plusieurs fois. Enfin, j'y crois tellement et je suis tellement sûre de mon coup entre guillemets que une opportunité qui se présente, j'y vais. Enfin, ouais, je suis assez impulsive et dans l'action. Euh, et en même temps, j'ai ce côté où je veux pas briser des liens. Sauf que quand tu prends des décisions vite et que tu veux, tout le monde suit pas en fait, et qu'il arrive un moment, si tu veux pouvoir prendre une décision, bah c'est peut-être au prix de, bah il y a des relations où ça va pas suivre. Et donc c'est cette dualité qui est là, mais depuis toujours, de, je veux avancer dans un truc, en même temps je veux pas briser les liens, et donc je me retrouve 1000 fois dans des situations un peu compliqué au milieu des deux parce que juste les deux sont pas forcément compatibles et c'est ça qui est assez difficile. Et du coup pour ça clairement la solution c'est ce que j'ai mis en place en repartant en solo où j'ai quand même aussi mis le doigt sur pas mal de choses. Euh, je suis accompagnée. Là je suis pas solo en fait. Je suis solo à la tête de l'entreprise, à la direction et c'est ma boîte quoi. Mais par contre je suis pas du tout toute seule et j'ai des personnes qui sont largement plus compétentes que moi sur certains sujets et qui du coup sont là pour me mettre en garde. C'est bien de bosser avec les gens qu'on aime bien, c'est mieux de bosser avec des gens compétents et qu'on aime bien, et très compétents, meilleurs que soi, et qui m'aident à arbitrer, même au niveau des investissements, de tout ça, pour avoir un œil extérieur et puis et un peu plus de structure sur mon propre business. Euh, donc, parce que je sais que j'ai pas forcément c'est une corde qui me manque un petit peu d'être vraiment très structuré, etc., etc. Donc là, j'ai pris quelqu'un qui m'aide à structurer et à suivre des indicateurs, à m'aider sur la prise de décision, etc., etc. Je pense que l'accompagnement, c'est hyper important. Tu as parlé de, tu sais, quand on a préparé, tu as parlé de 3 résolutions pour 2026, dont celle de cadrer justement les relations et de plus perdre de temps quand tu perçois des signaux faibles. Est-ce que tu aurais un exemple concret comment que tu as peut-être pu mettre en pratique justement ça ces derniers temps, où tu as perçu justement un signal faible, où tu as dit, hop, là, Bah, c'est c'est pas mon... pas forcément chez moi, mais plus chez des clients. Parce que moi, les signaux faibles et les, les actions, je les ai quand même bien mises en place
Il y en aura d'autres, hein, mais pour l'instant, ça va là. Chez des clients, clairement, les boîtes, ça part souvent de l'impayé, hein, de l'impayé ou du délai de paiement qui se rallonge, des tensions de trésorerie. C'est les premiers signaux pas faibles et douloureux qui apparaissent. Et c'est à partir de là qu'on commence à mettre en place des conditions générales de vente, des process de travail, des relances avec des scénarios. Si on n'est pas payé à J plus 3, 4, 5, peu importe, on envoie une relance, une première, un coup de téléphone, machin. Et en fait, on vient remettre du cadre et du process à l'intérieur. Et là, c'est un peu tous les clients que j'accompagne au quotidien, en fait, hein, sur qui je vois ça. Et qui, du coup, prennent en confiance, finalement, sur leur capacité, justement, à poser ce cadre et à garder des clients, en fait, parce qu'ils avaient peur que ça les fasse fuir. Et finalement, ils se rendent compte que d'une, ça les fait pas fuir, que deux, ça les rassure, et qu'en plus, au final, ils arrivent à choisir et presque à monter leur prix. Donc, c'est plutôt cool. Parfois, tu sais, pour les gens qui t'écoutent, qui sont peut-être pas de l'univers dans lequel toi tu es experte, si tu devais donner un exemple dernièrement, même si ça paraît banal, de qu'est-ce que tu as pu observer, qu'est-ce que tu as peut-être mis en place avec la personne ou les personnes et avec quel résultat? Tu aurais un exemple à nous donner? Par exemple, une entreprise de rénovation. Une entreprise de rénovation, tu vois, dans le bâtiment, ça peut avoir globalement un peu mauvaise presse, quoi. Il y a beaucoup de personnes qui se méfient, qui veulent pas payer les acomptes, qui comprennent pas, enfin, qui ont peur que l'artisan parte avec les sous et revienne jamais finir. Enfin, voilà. Donc, c'est un domaine dans lequel j'ai pas mal de clients en plus là-dedans. Et donc, ce qu'on a pu mettre en place, c'est justement une vraie politique d'acompte avec un discours qui va bien, où on explique pourquoi on met les acomptes. Donc, premier changement, c'est que tu vois, par exemple, un client qui avait 80 000 euros dehors, il a commencé à relancer les devis et les acomptes. Il a encaissé tous ses acomptes. Bon, du coup, il avait plus que 20 000. Ce qui, déjà, tu vois, change la donne, hein. Tu dors un peu plus tranquille quand t'as l'argent sur ton compte versus dehors. Donc, juste en changeant la façon d'appréhender la chose avec le client et de présenter la chose, tu vois, ils ont déjà eu un matelas de trésor bien plus important et confortable. Et après, tu as tout ce qui touche aux conditions générales de vente parce que du coup, tu viens cadrer la relation et tu viens... En fait, moi, à chaque fois, je viens expliquer au client, c'est bien beau d'avoir des conditions générales, mais on met quoi dedans? Est-ce que c'est conforme à ce que vous faites en pratique? Est-ce que vous avez envie de changer des trucs dans la pratique? Est-ce que vous avez envie d'instituer des choses que vous faites comme ça et que vous voulez vraiment rendre opérationnelles? Donc, en faisant ce travail-là, en fait, les dirigeants, ils vont monter en conscience sur le sérieux avec lequel ils suivent leur chantier. Et donc, du coup, finalement, ils le valorisent auprès de leurs clients. Et donc, maintenant, quand ils sont en face, quand ils sont même au rendez-vous découverte, étude du besoin, etc., ils sont plus sûrs d'eux, ils sont capables d'expliquer aux clients, ok, j'ai ce prix, mais alors nous, chez nous, voilà comment ça fonctionne. Ils sont capables de dire aux clients, je vais vous demander des factures d'avancement avec cette méthode-là, peu importe la méthode, qui arriveront à tel moment, etc., etc. Et que quand la personne, à un moment, peut-être, elle rechigne à la payer, je vous rappelle ce qu'on avait prévu. Enfin voilà, ils sont vachement dans ce côté de je maîtrise mon process, je sais pourquoi je le mets en place, je sais ce que ça m'apporte, et en fait, ça vient rassurer le client. Et donc, le client, en fait, il dit après, bien évidemment, ça marche si on fait du bon boulot. Si on fait n'importe quoi, il faut pas s'étonner que les gens payent pas. Mais en principe, c'est des gens qui sont bons dans leur métier. Et ce qui les mettait un peu dedans, c'était ce côté à l'arrache sur la gestion et sur le suivi d'un chantier, par exemple, pour reprendre le bâtiment. Alors que là, maintenant, ils ont un back-office qui tient la route. Ils ont bien identifié qui fait quoi, les chargés d'affaires, l'ADV, le dirigeant, etc. Et donc, le fait d'avoir clarifié pour eux-mêmes et de s'être posés sur leur process, ils sont bien plus à l'aise pour en parler aux clients. Et donc, en fait, ils se font pas marcher dessus, quoi. Ils disent non. Ils savent dire non, en fait. Euh, et du coup, derrière, ils sont payés plus vite. Et les clients sont contents. Après, c'est aussi des gens, comme on parlait avant, ils prennent leurs responsabilités, quoi. S'il y a quelque chose qui marche pas, oui, c'est aussi de leur dire, en fait, s'il y a quelque chose qui est pas OK, c'est aussi à vous d'y retourner et de faire en sorte que ça fonctionne bien. Après, savoir faire la part des choses entre ceux qui sont hyper tatillons et qui sont d'éternels insatisfaits, ça se cadre, comment on fait? Et donc, du coup, ils sont plus à l'aise et plus confiants dans ce qu'ils peuvent répondre ou pas, comment faire pour répondre. Et donc, du coup, ils prennent en confiance, hein, franchement, clairement. C'est ça la grosse différence. Mais Ouais, là, vas-y. je t'en prie. Je trouve que c'est intéressant parce que tu as parlé justement de toute cette mise en place de contrats de vente et puis tu vois le process à la fin, ils ont la confiance.
Mais jusqu'à ce que tu arrives à ça, c'est quoi la résistance? Parce que si ça n'existe pas, puis tu l'as dit d'une certaine manière, heu, ça change la vie ou, on aurait dû faire comme ça déjà depuis longtemps. Mais avant que tu y arrives, c'est quoi les premières résistances que tu vois chez tes clients pour, bah, mettre en place ces processus-là? Parce que c'est génial, ils en voient la plus-value, mais à un moment donné, il y a quand même un aspect émotionnel parce que tu as mis en place quelque chose dans ta boîte et faut changer quelque chose et l'être humain, il n'aime pas le changement donc c'est quoi les résistances que tu constates, toi? Bah, c'est qu'ils le font pas. Ils le font pas, mais bon, en fait, comme du coup, je les challenge pas mal, ils finissent par le faire. J'en dis, en fait, à un moment, vous avez voulu l'accompagnement et qu'on, si on change, enfin, si le résultat de ça, c'est on change rien et on reste toujours pareil. Enfin, après, moi, je filtre quand même vachement les clients que j'accompagne au final. Des gens qui sont pas prêts à se remettre en question et à dire, ok, on change. En fait, j'y vais pas. Enfin, ça colle pas en fait de toute façon parce qu'il y a aussi le côté où c'est un investissement financier, tu vois aussi de se faire accompagner sur ces sujets-là, même en temps, etc. Donc les gens, ils ont vraiment envie. Et puis je pense que vraiment, c'est des entrepreneurs qui se sont fait peur. Tu vois, ils ont vu la limite de leur fonctionnement, donc du coup, ils disent, il faut qu'on change. Donc j'ai pas beaucoup de résistance au changement. Je l'ai plus dans les équipes. Et les dirigeants, en principe, ça va. C'est plus dans les équipes où des fois, ils comprennent pas. On leur demande de revoir leur façon de fonctionner et les façons de travailler. Et eux, par contre, ils peuvent avoir de la résistance au changement, clairement. C'est rarement au niveau du dirigeant. C'est plus au niveau des équipes. Le dirigeant, si, après, si j'ai l'exemple d'un, à chaque fois que je disais un truc, il y avait toujours 1 million d'objections. Mais ok, bah on les prend une par une et puis on essaye de comprendre que bah oui, ok, celle-là, on fera ça un peu plus tard. Tu sais, moi je le mets dans un coin de ma tête et puis à un moment j'y retourne, tu vois. Mais on les traite, quoi, on traite les objections et puis surtout on teste. C'est-à-dire moi, ok, tu me dis ça, il n'y a pas de problème, on essaye. Tu me dis 50% d'acompte, ça passera pas, bah tu sais quoi, pendant un mois, t'essayes. Et on fait le point, on voit est-ce que oui ou non ça a marché. Et en fait, en général, tu vois, ça a pu marcher. Donc le fait de tester, ils se rendent compte que finalement, ok, c'était un préjugé que j'avais et finalement ça fonctionne. Et puis quand ils voient que les choses se mettent en place et que c'est plus positif qu'autre chose, c'est quand ils commencent à avoir l'argent sur le compte, ils se disent que c'était une bonne idée. Hein. Mmh. Et dans les équipes, ce qui va faire la différence, enfin, c'est le temps, c'est d'accompagner la montée en compétences, les nouvelles façons de travailler. Enfin, il faut laisser du temps au temps aussi, tu vois. Et puis pas tout révolutionner d'un coup. Moi, je travaille par étapes en fait, par priorité. Tu dis voilà, la prio chez vous c'est ça. Donc par exemple avoir des conditions générales de vente, bah ça sera la phase 1. On travaille là-dessus. Quand c'est posé, on passe à l'étape d'après. Il n'y a pas d'urgence à passer à l'étape d'après. En fait, il faut que les gens soient prêts si c'est sous la contrainte, de toute façon ça marche. En gros, si je paraphrase un peu ce que tu m'as dit, c'est la peur de l'inconnu, parce que j'ai jamais fait, donc je dois faire quelque chose que je connais pas et puis le changement dans les processus, en fait, les procédures de travail qui vont de toute manière ou de facto s'adapter par rapport à ce qui va se mettre en place donc bah, il faut réapprendre les procédures, il faut mettre en place d'autres choses par rapport à ça. Ah, c'est intéressant, c'est C'est ça, intéressant. mais souvent aussi, tu sais, on révolutionne rien, tu vois. Souvent, on vient baliser des choses qui existent déjà. Tu sais, moi, je suis pas vraiment sur des entreprises qui démarrent, tu vois. C'est des boîtes, elles tournent déjà, elles ont des clients, donc par définition, il y a quand même des choses qui fonctionnent, tu vois. Donc, c'est de se dire qu'est-ce qui fonctionne et du coup de venir instituer ça et le baliser vraiment et remettre de la conscience dessus. Genre, vous faites ça, vous vous rendez compte que quand vous faites telle action, par exemple une visite sur un chantier, tu vois, d'étude du besoin, ok, c'est quand même, enfin, vous donnez du temps à votre client, vous allez au fond des choses, est-ce que vous êtes vraiment ok de faire ça gratuitement ou pas? Combien, dans quelle limite est-ce que vous le faites? Enfin, tu vois, tu viens challenger des pratiques déjà en place, en fait. Et donc, du coup, on fait pas un grand écart, tu vois. Et tu ressens quoi quand Donc, tu ça, nous expliques que ton client, il a 80 000 balles de d'acompte et de devis dehors et qu'il en rentre 60 000 derrière et qui se sent beaucoup mieux? Toi, quand tu arrives à bah à faire là, j'ai prendre ressenti à une faire petite prendre conscience frustration et que le parce gars, tu ressens quoi, toi? sur ce cas en question, ça sera plus pour la plaisanterie, mais j'ai ressenti un peu une petite frustration parce que je lui ai donné un super tip, ce qu'il a appliqué direct, et du coup, il avait plus besoin de moi. Mais en vrai, j'étais trop contente pour lui. Je me dis, bah, c'est bien parce que tu te rends compte que c'est pas des grosses choses, tu vois. C'est des petits trucs à faire et dès que tu t'as vu que, bam, ils se sont débloqués là-dessus, ça va changer la donne pour eux, bah, c'est hyper satisfaisant. Je me dis, ben, presque des fois, je me dis, bah, mon boulot, enfin, tu vois, c'est pas,
les trucs à mettre en place, c'est pas dur, tu vois, c'est pas sorcier, entre guillemets, c'est pas des trucs où il faut faire 15 ans d'études pour comprendre ce qu'il faut faire, tu vois. Euh, et donc, quand j'arrive à voir que je peux faire passer à l'action des boîtes là-dessus, ouais, c'est hyper satisfaisant. Puis moi, j'adore découvrir des nouveaux environnements, des nouveaux entrepreneurs, des nouveaux parcours et tout. Donc, je trouve ça hyper riche aussi pour moi. Et ouais, c'est une vraie satisfaction de te dire que, enfin, de me dire que je peux participer au succès, au développement d'une entreprise, parce que derrière, bah voilà, c'est aussi des équipes, des emplois, des familles. Enfin, tu vois, je trouve que c'est hyper euh, bah, valorisant et satisfaisant, quoi. Même si c'est juste un type, c'est que j'aurais pas beaucoup gagné ma vie sur ce truc, mais c'est pas grave. La mission est accomplie et c'est ce qui compte. Clairement. Je pense pas qu'il parle en mal de toi, tu vois. Non, non, bien sûr. Comme tu le sais, nous, on navigue beaucoup dans l'intelligence relationnelle et émotionnelle. Et puis quand je t'écoute, tu vois, je me dis, ouais, pour lui, ça a été direct. Et puis tant mieux pour lui aussi. Et en même temps, souvent, quand on parle de compétences émotionnelles, on change pas les gens comme ça. Euh, les gens tombent souvent assez facilement finalement dans leurs anciennes habitudes ou leurs travers et ont besoin justement d'un accompagnement sur du plus long terme parce que bah, ça prend du temps finalement. Donc, si tu devais, comment dire ça, si tu devais dire, bah voilà, 3 compétences, je dirais, émotionnelles, relationnelles, essentielles qu'un entrepreneur devrait développer pour justement sécuriser son entreprise en restant justement humain. Ce serait quoi pour toi? Je dirais vraiment, mais ça, je pense que c'est au-delà. Enfin, oui, si, c'est pour sécuriser son entreprise. C'est vraiment la capacité à se remettre en question. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est ce côté de responsabilité et en même temps de bienveillance, tu vois. C'est de se dire, je me remets en question. Il y a des choses qui potentiellement ne vont pas chez moi. Ok, c'est de ma responsabilité, c'est ma boîte. Donc, s'il y a des choses qui vont pas en interne, c'est de la responsabilité aussi du dirigeant. Et que pour autant, c'est pas, enfin, c'est ok, enfin, c'est pas grave, quoi. Il n'y a pas mort d'homme. L'idée, c'est de comprendre d'où ça vient. Euh, donc d'être bienveillant vis-à-vis de toi-même, de pas avoir vu les trucs avant, etc. Ok, c'est comme ça. Par contre, une fois qu'on les a vus et qu'on a identifié qu'il y avait un problème, bah prendre la responsabilité de passer à l'action et de régler le problème, quoi. Je pense que ça, c'est une qualité qui est hyper importante. Je sais pas si c'est une qualité émotionnelle ou relationnelle, mais en tout cas, c'est quelque chose qui me semble important. Euh, Après, je dirais aussi bah, ce côté avoir vraiment euh, une bonne intelligence relationnelle dans le sens savoir dire quand les choses ne vont pas, que ce soit avec ses équipes, avec ses clients, peu importe. Savoir dire quand ça va aussi, parce que en fait on parle toujours de quand ça va pas, mais c'est aussi important de dire quand les choses vont bien, qu'on est content et qu'au contraire on peut aller plus loin dans des partenariats, dans des relations, etc. Euh, donc de savoir dire les choses en fait, sans forcément attendre, tu vois, d'être dans des tensions, etc. Savoir poser les choses calmement, tu vois, enfin, sans forcément s'énerver, sans être dans l'accusation. Savoir vraiment avoir cette intelligence relationnelle, parce qu'on a besoin des autres en fait, hein, pour réussir dans une entreprise, que ce soit encore une fois les équipes ou les clients, même ses partenaires. Donc je dirais ça. Et tu m'en as demandé 3. Et clairement, je dirais la capacité à, pareil, je sais pas si c'est de l'intelligence, enfin une qualité relationnelle ou émotionnelle, mais la capacité à agir quoi, à agir. Ok, des fois on va se planter, on va pas forcément prendre les bonnes décisions, mais il y a que celui qui fait rien qui se plante pas quoi. Et du coup de pas être dans l'immobilisme, ne pas tu sais être transi un peu par la peur. Je pense que quelque chose qui est important, ça serait une notion de développement, parce que tu vois, c'est très axé développement personnel, tu vois ce que je veux dire, de dire qu'en fait, la zone de mieux, elle se situe derrière ta zone d'inconfort. Tu peux avoir peur, c'est normal, c'est pas parce que t'as peur que c'est infaisable, ça va être inconfortable, certes, mais pour autant, bah, ça peut vraiment valoir le coup et on progresse, quoi qu'il arrive, dans ce type de moment-là. Donc c'est aussi cette capacité à aller au-delà de ce qui est confortable et accepter l'inconfort, en fait, et agir même si on sait que ça va être inconfortable. Bah, pour résumer ce que tu viens de dire, si tu veux, si tu devais prendre un langage, intelligence émotionnelle, Ouais, dans les, désolée. dans les compétences, ouais, c'est ça qui est intéressant dans ce que tu dis finalement, c'est, bah, il y a cette notion tu disais capacité à se remettre en question, c'est de la conscience de soi,
c'est aussi lié à l'estime de soi, l'image qu'on a de soi-même, des capacités qu'on pense avoir ou pas avoir, c'est la confiance en soi. Tout ça, c'est des compétences en intelligence émotionnelle. Tu as parlé de oser ou savoir dire, il y a la notion d'assertivité, la notion de tact, ça aussi sont des compétences d'intelligence émotionnelle. Puis il y a l'optimisme et puis la motivation derrière, qui sont également des compétences. On parle de 15 compétences. Donc, il y a beaucoup de choses que tu dis finalement qui sont liées tu parlais de développement personnel, peu importe comment on appelle ça, mais c'est vraiment, ce sont des vraies compétences. Et la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend et c'est chouette, quoi. Tu puisses accompagner les gens aussi dans ce cheminement finalement. Mais pour ramener ça aussi un petit peu à toi, puisqu'on parle de ces éléments-là, qu'est-ce qui t'a, je sais pas, le plus aidé dans ton parcours maintenant, si on revient à Pauline en tant que telle, particulièrement dans ces moments difficiles, c'est quoi tes ressources pour, tu as dit, ben, finalement, j'étais pas tant affecté que ça. Oui, tu as été affecté, mais c'est quoi tes ressources justement pour tenir la barre? Parce que j'aime bien dire, les bons capitaines, on les reconnaît pas dans les eaux calmes, mais dans les eaux tempétueuses. C'est quoi tes ressources, tes outils à toi? C'est clair. J'allais dire c'est les autres. Mhm. C'est les autres, mais à différents niveaux. La ressource numéro une, enfin clairement, sans laquelle, sans qui, clairement, je ne ferais pas ce que je fais, c'est mon mari. Enfin, en fait, l'entourage très proche pour moi est hyper important. Il me soutient à fond. Il n'est pas entrepreneur et il est complètement d'ailleurs impressionné à chaque fois. Il me dit mais je sais pas comment tu fais, je pourrais pas faire ça, etc. Mais en attendant, il est vraiment un pilier, que ce soit un soutien financier, moral, affectif, enfin pour tout quoi. Et en même temps, il me challenge aussi sur des trucs. Donc je pense que vraiment le premier soutien c'est celui-ci. Ma famille aussi de façon générale parce que comme je vous l'ai dit j'ai deux petites filles, donc deux petites filles en étant entrepreneur et en plus en ayant d'ambition et en ayant un peu le goût du challenge, c'est vrai que des fois je suis bien prise et tout et j'ai vraiment un entourage familial hyper présent. J'ai aucun jugement autour de moi, j'ai personne qui me tire vers le bas, personne qui me dit de ralentir, enfin et au contraire ils m'aident quoi. J'ai toujours quelqu'un qui est prêt à m'aider pour garder les petites si on a besoin, enfin c'est hyper précieux. Et après, c'est de la ressource d'autres dirigeants d'entreprise. Je suis dans des réseaux, donc avec des pairs pour échanger sur des difficultés et tout. Donc ça aussi, c'est hyper important. Et, euh, et des coachs, enfin, en fait, quand je réfléchis depuis le début où vraiment je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, donc la première fois où j'ai été associée, j'ai été coachée, que ce soit à titre individuel ou personnel, individuel ou collectif, pardon, dans des masterminds, des trucs comme ça. J'ai toujours eu un coach, quasiment tout le temps, sur du leadership, du développement personnel, peu importe la thématique. J'ai toujours eu quelqu'un, et je pense qu'en fait c'est ça qui me challenge autant et qui m'aide à passer aussi les caps. Voilà, et puis après, j'ai aussi des ressources, j'écoute vachement de podcasts, d'histoires d'entrepreneurs, enfin, puis en fait, au bout d'un moment, à force d'entendre, on entend toujours un peu les mêmes recettes, entre guillemets, en tout cas, c'est quoi les qualités d'un entrepreneur et tout, puis à un moment, de prendre conscience, de dire, bah en fait, j'en coche quand même pas mal, c'est plutôt cool, donc il n'y a pas de raison que ça marche pas, quoi. Donc, juste, ça fait partie aussi du chemin et de l'aventure d'avoir les hauts et les bas, et que ce soit un peu la tempête, parfois, quoi. Euh, et donc ouais, ça rassure aussi quelque part. Donc voilà, c'est vraiment, tu vois, assez large. Puis des temps de ressourcement pour soi aussi, quoi. Mais je suis plus extravertie quand même, donc j'ai plus besoin des autres que de me retrouver face à moi-même. Au moins tu sais de quoi tu as besoin et tu sais aussi sur qui t'appuyer ou comment, t'appuyer pour pouvoir, aller rechercher, ben, le petit truc qui fait quand c'est un peu compliqué pour avancer. Tu as dit que tu étais ambitieuse, heu, en tant qu'entrepreneur, ton mari est des fois impressionné, de ce que tu fais. Comment tu vois évoluer, en business Soyons Cash dans les prochaines années? C'est quoi que tu veux construire avec, ton entreprise, Pauline? Je voudrais vraiment devenir un cabinet de conseil, enfin de recouvrement et de conseil, mais pour moi les deux sont vraiment liés. C'est bien beau de dire on a des impayés, on va chercher l'argent dehors. Moi, pour moi, le but c'est que mes clients que j'ai en recouvrement, je ne les retrouve jamais en recouvrement. Parce qu'ils ont réussi à mettre en place ce qu'il faut en amont et en interne pour ne pas avoir besoin de services de recouvrement par une société externe. Donc du coup, l'idée c'est vraiment de devenir un cabinet de conseil
vraiment de référence à destination des petites et moyennes entreprises, avec une expertise très pointue et la dimension humaine dans l'accompagnement. Parce que tout ce qu'on a parlé, c'est le cœur du réacteur. C'est-à-dire qu'on peut mettre tout ce qu'on veut en place. Si le dirigeant, il évolue pas lui et ses équipes, il se passera rien, en fait. Donc, c'est vraiment d'être un cabinet de conseil, voilà, de référence qui allie ces différentes parties, expertise pointue, notamment sur le juridique, pas que, mais notamment sur le juridique, le côté organisationnel, process, et le côté humain aussi qui prend autant de part que le reste. Donc ça, c'est vraiment l'ambition, et le but, c'est de le structurer, de le développer suffisamment pour le valoriser et pour ensuite, à terme, potentiellement pouvoir le céder à un cabinet plus gros que moi, en fait, pour que du coup, on puisse accompagner plus d'entreprises. Donc l'idée, ça serait ça. Et parce qu'après, j'ai aussi une grosse sensibilité sur mon ancien cœur de métier, que sont les commissaires de justice, qui vivent des profondes mutations dans leur profession et où c'est quand même vraiment passionnant. Et donc du coup, voilà, je sais que j'ai ce côté-là aussi qui fait que à un moment, peut-être que je retournerai à mes premiers amours, peut-être d'une autre façon que ce que je l'ai fait jusqu'à présent, mais ça fait partie du plan. Mais l'idée, en tout cas, sur le cabinet de conseil, c'est vraiment de le structurer, valoriser, développer une méthode pour que ça puisse servir un maximum de chefs d'entreprise à l'avenir. Tu as parlé du côté humain, tu veux allier le technique à l'humain, enfin le côté pointu juridique et pas oublier le côté humain et relationnel. Si tu devais donner un conseil à un entrepreneur qui hésite à mettre en place des process un peu plus stricts au niveau peut-être financier, parce qu'il a peur de perdre le côté relation humaine, relation client, avec ça, tu lui dirais quoi? Bah vraiment, je lui dirais d'analyser de façon assez froide et objective les risques qu'il prend aujourd'hui. Euh, encore une fois, avec ce côté d'essayer de l'inviter vraiment à changer de prisme et puis à regarder d'autres boîtes qui marchent hyper bien dans son secteur d'activité. Qu'est-ce qu'elles ont mis en place? Est-ce qu'elles ont des conditions générales? Est-ce qu'elles ont des process? Ben, a priori, il y a fort à parier que oui. Et du coup, est-ce que ça en fait des entreprises qui n'ont pas de clients? Alors peut-être que ça sera des clients différents, hein, on ne dit pas le contraire. Euh, mais finalement, est-ce que ça sera pas pour le mieux aussi? Donc voilà, je les inviterais vraiment à aller regarder ce qui se passe dans leur secteur d'activité sur d'autres boîtes plus structurées ou qui les font un peu rêver, tu vois, en disant ouais cette boîte, non mais moi je pourrais jamais être comme ça, bah pourquoi pas? Qu'est-ce qu'ils font qui ne serait pas à ta portée, tu vois? Euh, Mmh, et de commencer par ça. merci. Je voulais dire, avant de conclure, je tenais sincèrement à te remercier au nom de Ciel, donc d'Arnaud et de moi, pour ton authenticité, pour ta générosité, pour ce que tu as partagé sur notamment cette notion de reconnaître les signaux faibles. On parle, tu sais, aussi souvent décoder les non-dits, les flous, de rester vigilant, cette petite voix intérieure qui nous dit, hey, il y a un truc qui colle pas. Donc et puis de pas confondre justement la notion de faire confiance et de se raconter des histoires finalement, et où on devient aveugle à la situation, et de transformer finalement ta capacité aussi des expériences douloureuses, comme beaucoup de gens, mais que tu utilises aussi dans ton expertise. Et pour nous, c'est aussi ça, cette notion d'intelligence relationnelle et émotionnelle qu'on aime bien explorer chez Ciel. Merci à vous hein, de m'avoir donné la parole et pour la confiance accordée. C'était vraiment un Plaisir. plaisir et puis pour tous ceux qui nous écoutent, j'espère que cet échange avec Pauline, vous aura montré que protéger, ses intérêts, professionnels, financiers n'est pas forcément incompatible avec, le fait de garder, l'humain, l'humanité, la confiance, bien au contraire, et qu'on peut être clair sur les règles du jeu et construire vraiment des relations saines, et durables. Tu as dit 3 choses que je me suis noté qui sont importantes. Les signaux faibles, ils existent, ils sont là. On les voit dans les relations personnelles, professionnelles et tu as parlé beaucoup d'intuition, d'être ouvert à ça. Tu as donné beaucoup de compétences d'intelligence émotionnelle et c'est vraiment de reconnaître tout ça sans tomber dans le côté, paranoïa, en revenant avec un côté factuel aussi, de lier l'émotionnel au factuel. Que la confiance, ça se construit sur une base claire. Si les règles du jeu, elles sont claires dès le début, ça évite d'être aveugle d'une certaine manière et puis que, on peut transformer des expériences difficiles en une vraie expertise
tu en as la preuve vivante en face de nous aujourd'hui. C'était une magnifique rencontre et c'est aussi une belle forme de résilience que de rebondir, et de reconstruire quelque chose de nouveau par rapport à ça. Donc bravo à toi Pauline et merci, pour cet échange. Merci. Merci beaucoup. Et pour terminer là-dessus, donc si cet épisode avec Pauline vous a inspiré, c'est peut-être le moment de regarder vos propres relations professionnelles différemment. Tu disais encore une chose, Pauline, tu disais s'entourer et on connaît aussi ça. On est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus souvent, donc avec qui notre entourage est extrêmement important. Et chez Ciel, on accompagne aussi les décideurs, les leaders à développer cette intelligence relationnelle et émotionnelle qui est censée justement protéger sans perdre l'humanité, le côté, je dirais, humain de la relation. Donc, n'hésitez pas à partager cet épisode et souvenez-vous, c'est pas le processus qui tue la confiance, c'est l'absence de clarté. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Ciel.